Le mot complotiste va vraiment être développé, comme vous le savez, au XXe siècle, et puis pas n'importe comment. En réalité, au départ, le mot complotiste était positif, figurez-vous, donc on le trouve notamment dans un excellent ouvrage de référence publié en 1910 chez Macmillan par l'historien américain James Ford Rhodes sur l'histoire américaine, et son traité d'histoire américaine analyse la théorie du complot, conspiracy theory, dans les origines de la guerre de sécession. Et cette théorie du complot est exacte. L'historien dit oui, il y a bien eu un complot des esclavagistes sudistes pour essayer d'influencer le gouvernement. À l'époque, ça s'appelait la théorie du complot. Sous-entendu, la théorie du complot sudiste. Donc, conspiracy theory apparaît à cette époque-là. Et ça désigne quelque chose d'authentique et d'historique, c'est-à-dire la théorie du complot des esclavagistes, des grands maîtres de plantation qui veulent influencer Washington pour propager l'esclavage au-delà des lignes des compromis et au-delà du Mississippi. Donc à l'époque, conspiracy theory est un terme d'historien rigoureux et surtout la théorie du complot, elle est authentique, elle s'est passée. Bon. Et puis va arriver l'assassinat de Kennedy. Alors c'est bien plus tard, là je vous parle d'un bouquin de 1910, l'assassinat de Kennedy c'est 63, on a la commission Warren, et vous avez cette note de la CIA, la note 1035-96 précisément, qui dit, bon, on a un problème, les gens doutent des conclusions de la commission Warren. Bon, alors aujourd'hui, on est en 2025, Donald Trump a déclassifié d'énormes quantités de documents qui montrent sans ambiguïté que la commission Warren a menti. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. N'importe quel historien sérieux sait que la commission Warren a menti. Donc, par extension, les gens qui critiquaient la commission Warren avaient raison de la critiquer. Peut-être que toutes leurs critiques n'étaient pas fondées. C'est pas le problème. C'est le public. Mais en tout cas, ils avaient raison de douter des résultats de cette commission qui n'étaient pas corrects. Eh bien, c'est à cette époque que la CIA va procéder à un retournement sémantique du mot conspiracy theory. À partir de ce moment-là, conspiracy theory va devenir quelque chose qui est dénigrant, qui est vraiment fait pour, exactement comme le terme bourgeois en Union soviétique ou ennemi du peuple quand Staline veut fusiller quelqu'un. Vous savez, on vous met un point rouge pour une frappe chirurgicale. Le point rouge de Staline, sans mauvais jeu de mots par rapport à la couleur, c'était bourgeois, ennemi du peuple. Vous aviez le point rouge sur la tronche, c'était terminé. On va y revenir. Eh bien, eux vont utiliser les mêmes méthodes, à savoir conspiracy theory, pour évidemment museler toute opposition ou toute critique journalistique légitime à la commission Warren. Alors, je pourrais aussi vous parler rapidement des effets des hormones sur la résistance à la pression des pairs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes ces études-là démontrent qu'en fait, les stéroïdes, testostérone, mais vous avez aussi des stéroïdes chez la femme, bien sûr, et c'est pas non plus une question d'orientation sexuelle. Vous avez des homosexuels masculins qui ont un très fort taux de testostérone. Quoi qu'il en soit, les stéroïdes ont tendance à réduire la conformité au groupe. La capacité à résister à la pression des pairs est corrélée à un certain niveau de stéroïdes. Donc ça vous donne un peu le cliché du mâle alpha, du bûcheron, Charles Ingalls là dans la petite maison dans la prairie, qui coupe du bois et qui ne boit pas la bullshit qu'on lui sert. C'est confirmé neuroscientifiquement en effet. C'est aussi pour ça que vous avez une certaine guerre à l'autosuffisance, une certaine guerre à l'image du pater familias capable d'autosuffisance, etc. C'est quelque chose qui est corrélé, parce que si vous voulez vraiment faire en sorte qu'un maximum de membres de la population soient dans la conformité, vous devez lutter contre cette image-là, contre cette image de l'autosuffisance, etc. Parce que la souveraineté collective commence par la souveraineté individuelle. En Russie, donc, vous aviez la psychiatrisation des dissidents. Le grand mathématicien, je crois que c'était Leonid Pliouch, a été, alors lui c'était très simple, vous disiez que c'était pas bien d'envahir Prague. Alors il n'y avait pas complotiste encore en Union soviétique, mais vous aviez déjà bourgeois, etc. Mais ça marchait plus déjà. Bourgeois, c'était usé. Vous savez, faut changer ces termes. C'est pour ça qu'on les change régulièrement, même dans les médias. Vous allez avoir anti-vax, climato-sceptique. Enfin, c'est important d'avoir multi-étiquettes. Si vous collectionnez tous les Pokémon, c'est encore mieux. Mais fondamentalement, vous avez comme ça complotiste, anti-vax, machin truc. En URSS, c'était pareil. C'était bourgeois, ennemi du peuple. Mais ensuite, il fallait dire que vous étiez fou. Donc Pliouch, les services de l'URSS lui ont mis du halopéridol à forte dose, qui est utilisé dans le traitement de la schizophrénie, mais si on vous en donne à forte dose, vous allez complètement vriller. Il a été interné de force à Dnipropetrovsk, en Ukraine aujourd'hui, et défoncé au halopéridol jusqu'à ce qu'il ait plus du tout envie de dire que finalement envahir Prague c'était une mauvaise idée, quoi.
Étudions la psychologie maintenant de cela. Harriet Tubman, donc l'héroïne vraiment pendant l'époque de l'émancipation et de l'esclavage américain, qui a fondé le Underground Railway Network, donc un réseau pour faire passer des esclaves au nord. Harriet Tubman avait toujours un pistolet sur elle parce qu'elle s'était rendu compte que psychologiquement, beaucoup d'esclaves, au moment de passer, de s'engager dans l'Underground Network, voulaient revenir en arrière. Parce que l'esclavage, finalement, il y a un effet, c'est comme le paradoxe du prisonnier, hein, le prisonnier qui se dit au fond, quand je suis dans ma cellule, tout est simple, tout est calme, je suis dans un environnement contrôlé. Eh bien, elle s'était rendu compte que psychologiquement, beaucoup d'esclaves hésitaient à rester esclaves. Et donc, elle avait toujours un flingue avec elle, et elle les braquait. Quand ils hésitaient, elle voyait dans leur regard, elle explique ça dans ses mémoires, elle les braquait, elle leur disait maintenant, tu es soit libre, soit mort. Ça, c'est la psychologie de l'esclavage en général, et on va voir qu'elle est pertinente pour l'esclavage intellectuel également. Puisqu'en réalité, ce que l'excellent philosophe français Alexis Haupt a appelé le complot-sophisme ou la complot-foutaise, à savoir donc appeler des gens complotistes quand ils posent de simples questions pertinentes sur l'actualité, et on va voir ô combien ils ont raison, eh bien, ça, c'est une forme d'esclavage intellectuel. C'est une forme d'asservissement avec tous les phénomènes de la psychologie de l'asservissement. Donc, vous avez le cas de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, le paradigme de Martin Seligman. En fait, il envoie des décharges électriques dans une cage et il en envoie, vous voyez, d'un côté. Le chien saute évidemment de l'autre côté de la cage pour éviter la décharge. Ensuite, il envoie une décharge de l'autre côté, le chien saute, mais Martin Seligman se rend compte que s'il envoie de la décharge sur toute la cage, eh bien, le chien va se prostrer. Et là, même si vous arrêtez la décharge et que vous ouvrez la cage, le chien ne sort pas. Le chien refuse de sortir. Donc vous avez ouvert sa cage. C'est un environnement de torture. Vous l'avez torturé avec des décharges électriques. Vous ouvrez sa cage, il sort pas. Impuissance apprise. Learned helplessness. Et ce phénomène a été étudié par la CIA. D'ailleurs, Martin Seligman a été dans une grande controverse parce que il avait été financé notamment avec des fonds liés à la CIA. Beaucoup d'agences de renseignement dans le monde ont étudié la learned helplessness, la capacité à maintenir une prison mentale chez les gens. Les preneurs d'otages, par exemple, les FARC dans la jungle, vous savez, quand vous prenez des otages dans la jungle, vous devez vous déplacer tout le temps. Donc vous pouvez pas construire de prison en dur. Eh ben, les FARC ont une technique, leurs otages, ils leur font répéter toute la journée, solo, solo, soy solo, solo. Vous devez répéter ça en permanence pour que la prison soit dans votre tête. Que vous vous disiez, je suis seul, je suis seul, je suis seul. C'est une des techniques psychologiques qu'ils utilisent pour maintenir une prison dans la tête des gens. Donc ça s'appelle l'impuissance apprise ou learned helplessness. Alors en psychologie, on a beaucoup d'exemples de ça. Vous avez l'expérience de conformité de H, 1951, vous tracez 3 lignes sur une feuille de papier, vous demandez aux gens d'identifier laquelle de ces 3 lignes est de la même taille qu'une autre ligne, et vous vous rendez compte que si vous payez des acteurs pour dire non, c'est pas celle du milieu, c'est celle de gauche, alors que c'est faux, et que c'est flagrant, et que n'importe qui peut voir que ce n'est pas la bonne ligne, eh bien vous avez à peu près 3 personnes sur 4 qui vont changer d'avis, pour se conformer au groupe. Donc quand on a le choix entre la conformité au groupe ou la vérité, la plupart des gens vont choisir la conformité au groupe. Sheriff en 35 c'est l'estimation d'un point lumineux dans le noir, et il constate aussi l'émergence d'une norme de groupe, c'est-à-dire que la norme de groupe est plus importante que la perception. Si vous avez un certain nombre de personnes autour de vous qui vous disent c'est comme ça, eh bien vous pouvez trahir vos propres sens. Dès 1935, on sait ça. Bond et Smith en 96 sur la culture et la conformité, donc ils font une méta-analyse de 133 études dans 17 pays sur la conformité à partir du test de H ou comparé, et ils voient un taux de 30 à 40% plus élevé, en particulier dans les cultures collectivistes. Pourquoi ? Parce que dans les cultures collectivistes, si vous vous conformez pas au groupe, vous êtes mort. Donc là, rapidement, ça a tendance à faire en sorte que la vie des autres vous importe massivement. L'expérience de Milgram, 65% des 40 participants administrent des chocs létaux. On leur dit que c'est du 450 volts. Bien sûr, c'est faux, mais ils voient pas, c'est un acteur qui se convulse comme ça. Et les participants, si une figure d'autorité en blouse blanche le leur dit, 65% va infliger un choc dont il leur a été dit qu'il peut tuer la personne. Donc ça veut dire que la conformité dépasse non seulement nos sens, mais notre éthique, mais notre morale. Pas pour tout le monde, mais pour 65% des gens.
Enfin, Cialdini-Goldstein en 2004, revue de 50 études sur des mécanismes, des normes descriptives, etc. Là aussi, il confirme ces normes sociales. Crandall, 88, la contagion sociale de la boulimie. Enfin, pas la boulimie dans le sens maladie, binge eating, trop manger. Et là, il se rend compte que, évidemment, quand vous êtes entouré de gens qui mangent trop, vous avez tendance à trop manger aussi. Bon, il y a plein de phénomènes de cette nature. Mais la learned helplessness, elle est contagieuse aussi. Elle est contagieuse et l'esclavage intellectuel, le terrorisme intellectuel est contagieux. Charles de Gaulle disait Vers l'armée de métier en 1934, il écrivait la véritable école du commandement et la culture générale. La meilleure façon de se libérer du terrorisme intellectuel, de l'esclavage intellectuel fondamentalement, c'est aussi la culture générale. Puisque de nos jours, en fait, l'esclavage est devenu intellectuel. Et ce terrorisme intellectuel sert à déclencher des guerres, sert à asservir les peuples, sert à détruire des pays. Ah oui, celle-là, elle est magnifique. Un retraité abat un Sukhoi 34 au fusil à pompe. Non mais voilà. Non mais vous avez des gens qui croient ça, hein. Parce que ça c'est vraiment, c'est l'expérience de conformité de H. Ça c'est l'expérience de conformité de H. D'accord? Vous avez Monsieur Connard à la machine à café qui va vous dire mais c'est dans la presse. D'accord? C'est dans le Daily Mail. Donc c'est vrai. Non, en fait vous êtes souverain dans votre pensée. Beaucoup d'agences de renseignement dans le monde ont étudié la learned helplessness, la capacité à maintenir une prison mentale chez les gens. Les preneurs d'otages, par exemple, les FARC dans la jungle, vous savez, quand vous prenez des otages dans la jungle, vous devez vous déplacer tout le temps. Donc vous ne pouvez pas construire de prison en dur. Eh ben, les FARC ont une technique, leurs otages, ils leur font répéter toute la journée « solo, solo, soy solo, solo ». Vous devez répéter ça en permanence pour que la prison soit dans votre tête. Que vous disiez « je suis seul, je suis seul, je suis seul ». C'est une des techniques psychologiques qu'ils utilisent pour maintenir une prison dans la tête des gens.